Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des radios et télévisions du Tchad. Un an et parcours a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un ancien confrère, un ancien journaliste, Mamad Hissène, figure emblématique de la politique tchadienne, mais aussi de la presse tchadienne. Un homme de plusieurs facettes. Il fut plusieurs fois directeur des organes, directeur de la RNT, directeur de l'Agence tchadienne des presses, directeur de la télévision nationale tchadienne, directeur de la presse présidentielle, fondateur d'un hebdomadaire Sabayom et fondateur du journal Le Progrès. C'est un quotidien qui célèbre ses 20 ans cette année, en 2013. Il fut ancien ministre, ancien directeur des cabinets civils, député, vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut pendant 5 ans, secrétaire général de la primature. Aujourd'hui, il est le président du cadre national du dialogue politique et président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Toumaï. Monsieur Mamad Hissène, merci d'avoir accepté. C'est à moi de vous remercier. Et c'est surtout avec grand plaisir que nous vous recevons dans ce studio de la télévision nationale tchadienne, un studio numérique qui est le contraire d'un studio amateur. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait dans les années 80 comme présentateur? Ah oui, j'étais l'un des premiers présentateurs de la télévision, c'était vraiment amateur. Et le téléspectateur a senti certainement les changements qu'il y a à la radio et à la télévision. Mais nous qui travaillons dans ces organes, quand nous retrouvons un studio numérique, il y a un seul opérateur, il y a 3 caméras asservies qui fonctionnent par télécommande, il y a un éclairage également réglé par un banc d'éclairage. Ce studio, d'ailleurs, il est différent même de la maquette que nous avons faite avec Dubaï et Mamazen. Nous sommes émerveillés, on ne pensait pas à ça avant. Mais on était très fiers de faire à l'époque ce bricolage aussi. Et quand vous faites votre entrée dans ce studio, qu'est-ce que vous gardez en souvenir pour faire un peu la différence? Oui, surtout, je reconnais le mérite de ceux qui ont bricolé jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'ici. Et puis, je remercie toujours les autorités du pays à penser à améliorer les conditions de travail des hommes de la presse et les conditions de réception également des téléspectateurs, parce que c'est ça qui porte finalement l'image de notre pays. Toutes les télés peuvent parler du Tchad, toutes les radios peuvent parler du Tchad, mais ils ne diront jamais la même chose que ce que nous disons de nous. Ils ne montreront jamais ce que nous, on veut montrer de nous-mêmes. Et j'en ai souvent la preuve quand je voyage à l'extérieur. Les familles tchadiennes me disent comment leurs enfants ont changé de mentalité depuis qu'ils reçoivent la télévision tchadienne, et ça, j'en suis très content. Alors, Mamad Hissène, très connu sur la scène politique tchadienne, mais aussi dans le milieu de la presse tchadienne. Mais peut-être que nous ne savons pas d'où est né Mamad Hissène. Ah, je suis né en bordure du désert, à Djeddah, j'ai 60 ans. Dans le Bata? Dans le Bata. Mais je suis venu tôt à N'Djamena, parce qu'à l'époque, quand vous passez le concours d'entrée en 6e, avant l'âge de 12 ans, vous êtes obligé d'aller dans un lycée pour faire le cycle long. Donc je suis né en 54, 65, je suis venu à N'Djamena ici, au lycée Félix Éboué. Et petit à petit, je suis devenu donc l'ami Fortin. Alors, quel souvenir vous gardez de votre ville natale, Djeddah? Peut-être vous avez dit que vous avez quitté très tôt. Très tôt, je suis reparti quelques fois en vacances et puis après une longue rupture, j'ai retrouvé que récemment, vers 2001, le désert a beaucoup gagné. C'est nu actuellement. Il y a des endroits où j'allais avant dans des futaies arborées, maintenant c'est que le sable. La population également a beaucoup bougé. Actuellement, c'est presque dégarni. On voit le phénomène de la désertification alors à l'échelle réelle à Djeddah. Et ça, c'est inquiétant. Alors, un mot concernant votre papa, il est un éleveur? Ah, mon papa était un agriculteur plus qu'éleveur. Il avait du bétail aussi, mais plus agriculteur qu'éleveur. Et mon papa était un demi-lettré en arabe. Je dis demi-lettré parce qu'il lit des livres religieux en arabe. Il peut recopier, mais ce n'est pas la connaissance qui permet de faire d'autres écrits importants. Et il est mort très tôt. Moi, je me suis retrouvé orphelin de père à l'âge de 5 ans. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Mon grand frère s'est vite mis au travail pour s'occuper de nous. Il y a la solidarité de la famille, de tous les milieux également. Et donc, c'est vrai, je n'ai pas eu l'amour de papa pendant longtemps, mais j'ai grandi comme tous les enfants qui avaient leur papa et leur maman à l'époque. Et qui a décidé de vous envoyer à l'école? Ah, c'était mon papa. Il m'a envoyé très tôt d'ailleurs. Le maître a estimé que j'étais très jeune. Il m'a refusé la première année.
Mon père est mort entre-temps et à la rentrée, ma mère a dit, c'est une consigne de son père, il faut que je l'envoie à l'école. Il faut dire que mon frère aîné était déjà scolarisé. Et donc, elle m'a envoyé à l'école suivant l'instruction de feu mon père. Et dans la famille, donc, on connaissait un peu déjà l'école et ça n'a pas été difficile pour moi d'avoir tout le soutien, l'encadrement de ma famille. Il faut dire, vraiment, on m'a gâté, quoi. Mais par rapport à ce qu'on vit maintenant au Tchad, je dis que notre génération, d'un peu avant l'indépendance, un peu après l'indépendance, a été trop choyée par l'État. Moi, je me considère comme un pipi de l'État. Tout ce dont j'avais besoin, au primaire, au secondaire, au supérieur, était fourni par l'État. Alors là, rubis sur ongle, jusqu'à l'habillement, la cantine, il n'y a aucun frais à payer à l'époque. Le cahier jusqu'à la gomme, tous les livres dictionnaires, tout était fourni par l'État. Nos transports pour venir au lycée, pour venir passer le concours, pour venir... Figurez-vous qu'à l'époque, en tant que lycéen, on allait en vacances par avion, on revenait à la rentrée par avion. Jusqu'à quand on est devenu étudiant, on avait une bourse très très copieuse, on vivait comme des hauts fonctionnaires. Et je pense que l'engagement décennal pour nous, c'est un peu insuffisant. Alors, vous avez commencé le cours à Djeddah ou bien à... J'ai commencé à Djeddah, j'ai fait tout mon primaire à Djeddah. Donc, j'ai fait 5 ans à Djeddah. À l'époque, on avait l'avantage des classes couplées. Donc, cours élémentaire, c'est une seule classe, première, deuxième année, cours moyen, première, deuxième année. Ça m'a permis de faire le primaire en 5 ans. Et je suis venu ensuite à Forlani, où j'ai fait le lycée Félix Éboué jusqu'à la seconde. Ensuite, en première terminale, j'ai été muté au lycée technique commercial, mais toujours pour le compte du lycée Félix Éboué, parce que j'ai fait un bac série initiation aux sciences économiques. Et les professeurs étaient plus au lycée technique, donc ces classes-là étaient logées au lycée technique, mais pour le compte du lycée Félix Éboué. Et Mamadi Sène était un élève moyen, un enfant doué? Disons, moi, je n'ai jamais connu d'échec. Je pouvais passer les classes en m'amusant. Donc, quand c'est l'année football, je peux faire le football et ça ne m'empêche pas de passer. Quand c'est l'année musique, je peux faire... je n'ai pas eu de problème, je n'ai jamais connu d'échec. Donc quand je suis venu en 6e, ça passait, 5e, 4e, j'ai un peu eu de difficultés. Je passais quand même en classe supérieure, mais j'ai senti que l'année que j'ai couplé au primaire, il y avait un vide. Donc ça m'a pris 2 ans encore pour retrouver mon rythme d'avant et là je pouvais faire, c'est pas 30 minutes de préparation et le reste du temps je m'amusais. Vous avez rencontré des élèves, des enseignants qui vous ont marqué certainement? Oui, des enseignants. Bon, les enseignants à l'époque étaient français. Mon premier enseignant tchadien que j'ai rencontré, c'est le professeur d'éducation physique de Golkender. Et donc on ne garde pas beaucoup de souvenirs, des gens qui viennent juste pour 1 an, qui s'en vont. 1 année ou 2, c'est l'Académie de Nantes, après c'est l'Académie de Bordeaux et tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de connaissances parce qu'à l'époque, les classes n'avaient pas beaucoup d'élèves. On était 30 et quelques, maximum 40 et quelques, et au second cycle, on était jusqu'à 28 par classe. Donc forcément, on se connaît, on a gardé des souvenirs en commun. Et comme c'était des classes pas très nombreuses, c'était un enseignement, disons, avec un encadrement exceptionnel. La plupart de mes condisciples sont de hauts fonctionnaires, de hommes politiques, de ministres actuels ou d'anciens ministres. Et quand on évoque ça, évidemment, c'est toujours avec beaucoup de nostalgie par rapport à l'évolution de toute l'Afrique par la suite. Donc vous étiez élève, mais vous adorez également le sport et vous faites un peu de la musique. Bon, non, je ne fais pas de la musique, mais j'aime aller écouter les musiciens. Le sport à l'époque, c'était obligatoire. Ça fait partie de la scolarité. À l'école. Oui, à l'école. Peut-être au quartier avec les amis. Voilà, avec les amis. Mais vous êtes obligé d'avoir une discipline de sport au lycée. Mais vu votre morphologie... Alors, morphologie, moi, je faisais beaucoup plus de courses. Oui, l'athlétisme. Voilà, je faisais plus de l'athlétisme. Mais j'étais obligé de choisir également un sport d'équipe, donc j'ai choisi le basket. En athlétisme, je faisais beaucoup plus de demi-fond. Et à l'époque, il y avait une vie culturelle. Donc on allait dans certains établissements de la ville ici que maintenant vous ne connaissez pas, aller à Cazenartigal, des concerts parfois au centre culturel français, on allait au cinéma au centre culturel américain, il y avait aussi des cinémas ambulants à l'époque, et puis il y avait beaucoup de salles de cinéma aussi, des orchestres qui venaient de l'extérieur, on allait écouter des musiques soudanaises quand c'est les Soudanais qui viennent. Par la suite, on a eu les visites des Aïrois quand c'est les Aïrois qui viennent. Et puis, on avait de bons orchestres tchadiens. À l'époque, on appréciait beaucoup ça. Quand Charijas jouait, on allait écouter. Et puis après, certains de nos amis sont devenus musiciens. Saltana, c'est des gars de notre promotion. Donc avec le chanteur Mama Saleh Senoussi. Et là, on allait carrément en copain pour apprécier les prestations. Vous avez fait un peu du théâtre aussi?
Le théâtre, je n'ai pas beaucoup fait. Je n'ai pas beaucoup fait parce qu'à l'époque, ça demandait beaucoup d'investissement pour le faire. C'est la génération d'après nous qui a fait le théâtre. Et là, j'étais déjà dans la presse et j'allais couvrir, j'allais aussi apprécier le théâtre, mais moi-même, je n'ai pas fait du théâtre. Alors, justement, à quel moment de votre vie, du moins au moment où vous étiez au lycée, vous avez déjà eu l'envie de devenir un jour journaliste? Oui. Il faut dire que j'ai été en contact avec les journaux. J'étais hébergé dans des familles de cadres qui recevaient les journaux. Moi, j'ai vu presque toutes les formules de Jeune Afrique. Vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup. Info Tchad, à l'époque, était distribué dans une jaquette, je lisais également. Et puis d'autres journaux, comme Miroir du Sport, Miroir... Et vous étiez aussi séduit par des anciens... Bon, disons que le journalisme m'a semblé être une activité où on participait à la vie. Et à l'époque, les gens écoutaient surtout les radios étrangères, mais la radio nationale également était très respectée. Mais nos modèles, mes modèles, c'était surtout les journalistes qui écrivaient. J'allais, quand j'étais à l'internat au lycée technique commercial, je prenais toujours 1 heure, 2 pour aller au centre culturel français et lire les journaux, pour enrichir ma culture, pour avoir une autre perception aussi de l'actualité. Donc vous avez la radio, vous écoutez la radio, vous lisez les journaux, ça vous donne un croisement d'analyse. Alors, on va se rappeler un peu de quelques événements qui ont marqué un peu l'histoire du Tchad et qui certainement ont marqué également votre vie, et notamment les événements de 79. Vous étiez encore élève? Ah non, en 79, moi j'étais déjà directeur de l'agence tchadienne de presse. Ah, vous étiez déjà en fonction? Je commençais à travailler en 75. À l'époque, on était obligé de faire son année de stage pour espérer avoir une promotion. Mais à l'époque, il y avait déjà des rébellions ça et là. Voilà. Et il y a un peu d'influence. Alors moi, j'estime qu'on a un peu tordu le cou à l'histoire en ramenant le Tchad à 79 seulement. C'est comme si on a eu des problèmes comme 79. Non, le Tchad est né dans la douleur. C'est un pays qui est arrivé à l'indépendance encore mal ficelé. 5 ans, 6 ans après l'indépendance, il y avait déjà les Pas premières 5 ans, 6 ans. En 1963, 13 septembre 1963, il y a eu des combats en N'Djamena. Pourquoi il y a eu ces combats? Vous vous souvenez, pendant la conférence nationale, tout le monde disait que le Tchad, quand il est né, avait le pluralisme démocratique. C'était vrai. Même si c'était un apprentissage, c'était des tentacules de partis qui existaient en France et tout, il y avait un pluralisme. En 1962, le président Tombalba a fait un congrès où il a fusionné de force les autres partis politiques et il a donc enfermé l'expression. Et en 1963, ça aboutit à une explosion dans la capitale, avec beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations. C'était déjà le début. Ensuite, ça s'est transposé hors de N'Djamena, avec des jacqueries paysannes. Il y a eu cette malheureuse réunion publique de Mangalmé, qui a également abouti à un dérapage. Ensuite, le Frelina s'est créé à Niala et il a commencé à infiltrer également ses combattants. Et sur le fond de cette jacquerie, du mécontentement de 63, la rébellion a commencé. Donc avant 79, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de villages brûlés. Il y a eu une guerre à grande échelle, jusqu'à l'intervention à 2 reprises de l'armée française aux côtés du gouvernement. 79, c'est tout simplement que les gens, jusqu'en 79, en N'Djamena, n'avaient pas vécu directement les affres de la guerre civile. Et en 79, les affres de la guerre civile ont atteint les quartiers de N'Djamena. Et c'est à ce moment que les gens de N'Djamena se sont réveillés à cette réalité-là. Ah tiens, il y a une guerre. Mais la guerre, elle était réelle, présente dans le pays, dévastatrice, depuis 1963 et en particulier depuis 1966. C'est vrai, quand c'est arrivé en 1979, ça a touché des gens qui étaient à l'abri de toutes les secousses. Vous savez, à l'époque, le fonctionnaire, c'était vraiment quelqu'un de heureux. Je me rappelle, on gagnait à l'entrée à la fonction publique à l'époque, et on avait même une bonification d'un indice, on avait moins de 75 000 francs net par mois. Je n'ai jamais fait de découvert à la banque jusqu'à 79. 75, 79. C'est-à-dire vous vivez correctement, vous allez au cinéma, vous allez au restaurant, la famille mange correctement, et à la fin du mois, vous n'êtes pas encore à sec. Donc ces gens-là, ils étaient dans l'insouciance la plus totale. Et puis la guerre a été attirée directement dans la capitale ici, ça a explosé et ça a désorienté complètement tout le monde. Je comprends parce que là, vraiment, ça a amené les gens à complètement repenser leur vie. Et à repenser surtout leurs relations. Parce que 79, chacun a été happé par sa communauté. On s'est trouvé dans des prises de position qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est avec beaucoup de regrets que chacun s'est dit, bon, qu'est-ce qui m'a mis dans ça? Et vous particulièrement, vous qui lisez les signes
de vie, tout ce qui se passait. Oui. Étant élève, jusqu'à vous êtes allé à l'école de journaliste, revenir occuper des postes de responsabilité au niveau des médias tchadiens, médias publics. Oui. Est-ce que vous voyez venir ces différents événements? Disons que par mes contacts dans les reportages, dans mes contacts avec toutes les communautés, je savais que le régime était vraiment acculé et il était chancelant. Chancelant pourquoi? Parce que un an avant 1877, la grande garnison de Faya est tombée. Et ça a été un coup très dur dans le moral de l'armée tchadienne. Après Faya, donc les garnisons ont commencé à tomber comme ça en chapelet. Il a fallu l'arrivée de l'armée française pour stopper l'avancée du Folina. Et on a constaté que l'armée française également a commencé à avoir des pertes. Des jaguars qui tombaient, des morts. Et le régime était obligé chaque fois de chercher d'autres subterfuges pour ne pas perdre beaucoup de temps. Ça a acculé le régime à tel point qu'il cherchait des solutions pour gagner un peu en popularité. Et c'est là où il a commis, à mon avis, l'irréparable. Je ne dis pas que c'est voulu, mais à l'époque, vraiment, on bricolait dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, et ça, c'était des militaires qui n'étaient pas des hommes politiques par la suite. Ils avaient des solutions parfois dictées de l'extérieur, et je crois que la France était pressée de partir et il fallait trouver quelque chose pour arrêter la guerre. Donc on a conseillé, je crois, aux militaires de chercher quelqu'un de l'obédience du Frolina pour venir un peu soigner leur image et freiner le soutien des populations qui étaient favorables au Frolina. Ils ont fait un premier essai avec un certain Ahmed Hassan Moussa, du Front de libération du Tchad, mais ils l'ont laissé un peu dans le frigo. Il faisait des déclarations pour répondre à la radio du Frolina. Parfois, il était dans les cérémonies et puis c'est tout. Et ça la sauce n'a pas pris du tout. Et je crois que par la suite, c'est où ils ont fait entrer le loup dans la bergerie. Il faut chercher quelqu'un de plus crédible qu'Ahmed Hassan Moussa. Et c'est comme ça qu'ils se sont trouvés avec Sénabré, qui a négocié un accord, alors point par point, à Khartoum, où il a demandé carrément à participer avec eux dans la gestion. Quand il est venu, il a fait encore la charte fondamentale pour appuyer l'accord de Khartoum. Et je crois qu'il savait que la population favorable au Frolina attendait toujours Goukouni, pas lui. Donc il a mis les bouchées doubles pour gagner en popularité, et là il a glissé vers le sectarisme. L'autre erreur qui a été commise également, c'est que pour la première fois, on a associé les religieux à cette solution. Donc la mosquée était impliquée dans les discussions, il y avait des prêches dans les mosquées pour soutenir cet accord, l'imam était partout dans les réunions et tout ça, et ça a fait que ça a donné une coloration totalement religieuse à l'accord. Et Sénabré était tout le temps à la mosquée, on savait que c'était vraiment... Par la suite, on a compris que c'était du toc. Tout le temps à la mosquée avec ses canons en blanc, bonnet, affichés et tout ça, pour dire, bon, je suis là, je partage le pouvoir, maintenant c'est moi qui suis le remplaçant de Goukouni. Et malheureusement, ce qu'on a amené comme un pantin juste pour dire aux gens, bon, voilà, il y a un aussi avec, il a commencé à avoir de la popularité sur cette base-là. Et il a commencé à forcer pour dire, bon, je veux. Et par la suite, les officiers qui ont porté Maloum au pouvoir ont dit, ah non, on n'a pas amené ce rebelle-là pour venir critiquer notre gestion, parce que vous savez, il a dit, il fait son discours, le balai de l'assainissement doit passer, parce que c'est une critique de la gestion du TSN. Et aussi pour recruter. Et là, il recrutait intensement, hein. Ouvertement, il était pour la bonne gestion, tout ça, mais en dessous, il recrutait sur la base purement religieuse. Et les officiers ont décidé donc de se débarrasser de lui. Et c'est ainsi que la situation... Ça a dérapé, donc ils ont commencé à mettre en place des gens avec des fusils d'assaut dans les commissariats et tout. Et quand il s'est senti encerclé, je crois qu'il s'est dit, il faut que je fasse péter tout de suite, sinon moi j'ai l'infériorité numérique, je n'ai pas la puissance de feu qu'ils ont. S'ils prennent position et avant de déclencher les hostilités, je suis cuit. Et là, il a déclenché. Alors, quand il a déclenché les hostilités et que tous les gens de la petite bourgeoisie, les N'Djamena, des fonctionnaires, tout ça, donc des commerçants, nous autres qui étaient dans les services publics, qui se sont affichés pour dire oui, on soutient cette solution-là avec lui, ils ont eu peur. Ils ont dit attention, si on lui règle son compte, après ce sera nous. Et c'est comme ça qu'il y a eu des gens qui se sont dit, puisqu'on va mourir, touchons l'ennemi avant de mourir. Et ils se sont jetés dans la bataille avec lui, avec tout ce qu'ils avaient, des armes blanches, et tout ça. Mais c'était des combats téléguidés. Donc chaque fois que ça évoluait, bon, les ambassadeurs se réunissaient, on imposait un cessez-le-feu, tout ça. Et à ce jeu-là, les gens qui sont habitués à la guérilla donnent du fil à retordre à l'armée classique. Et il a pu gagner 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Et ça lui a donné une aura. Mais tiens, il a pu faire face, tenir tête à l'armée. Et donc les gens sont sortis pour le soutenir. Autre erreur également qui n'était pas prévue par l'armée, c'est que quand l'armée a identifié les lignes des hommes de Habré, l'armée a utilisé le mortier pour les déloger. En utilisant le mortier, ils ont touché la population civile. Et la population s'est dit, ah, donc c'est une guerre religieuse. Vous voyez? Donc, d'incompréhension en incompréhension, comme ça, on s'est trouvé dans un emballage où personne ne comprenait. On s'est retrouvé, par exemple, à Lagos, Dungor, Boubabamou, le défunt Pascal Ademadi, et moi-même, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? C'est la question que vous posez. Oui, on nous pose. C'était un désordre total. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Où est-ce que se trouve? On ne s'est jamais chamaillé, on ne s'est jamais séparé avant et tout. Et puis, bon, chacun se trouvait dans sa communauté en train de faire la guerre. Et puis, je crois que jusqu'à présent, on cherche plutôt à coller les morceaux. Donc, c'était une stratégie de réconciliation précipitée, mais qui a dérapé. Qui a dérapé avec quelqu'un qui a des calculs très précis. D'ailleurs, par la suite, quand Hissène Habré s'est installé au pouvoir, avec l'aide de tous ces gens-là qu'il a drainés derrière lui en N'Djamena, quand il s'est installé au pouvoir, il a commencé d'abord par régler le compte à ces gens-là. Et où on a vu maintenant sa vraie identité, son vrai visage. Il n'aimait pas avoir de contradictions, il ne voyait pas d'autres communautés à l'égal de la sienne, et surtout, il n'aime pas devoir à quelqu'un. Si vous lui rendez un service et que tout le monde est au courant, vous payez pour ça. Bon, c'est l'histoire. Oui. Alors, nous allons revenir un peu avec votre parcours. Et après votre bac, vous avez décidé d'aller à l'école de journalisme. Voilà, j'ai fait le concours d'entrée à l'école de journalisme en secret. Parce que ma famille me destinait à l'administration. À l'époque, après le bac, c'est ENA. Après ENA, vous êtes préfet dans la région et tout. Et donc, plusieurs fois, on m'a bercé en disant, bon, avec ton bac ou même sans le bac. Parce qu'à l'époque, on pouvait entrer même sans le bac à l'ENAM. Tu finis cette année-là, on va t'amener à l'ENAM et puis bon, tu seras commandant, quoi. Vous avez pris donc la famille au dépourvu? J'ai fait au dépourvu, je me suis arrangé à faire. J'ai un cousin, un gendarme, qui me donnait de temps en temps de l'argent de poche. Donc je lui ai dit, donne-moi de l'argent pour faire des copies d'actes de naissance et tout ça. Le secrétaire d'État à l'information à l'époque était le député Madame Anadif. Donc je me suis présenté à la présidence à l'époque pour prendre mon dossier que j'ai rempli. J'ai déposé sans rien dire à personne. J'ai passé le concours et ils ont compris que j'ai fait le concours quand le résultat a été annoncé à la radio. Bon, j'étais déjà admis, donc ils ne pouvaient pas me dire non, n'y va pas. Vous étiez admis en quelle année? Je suis admis en 72, donc j'ai eu l'admission à l'école de journalisme avant mon bac. Et il a fallu que j'attende d'avoir le résultat du bac pour aller à l'école de journalisme. Et c'est ainsi que vous êtes allé faire 3 ans de formation à Yaoundé? Bon, 2 ans à Yaoundé. La dernière année à l'époque, on la faisait en France et au Canada. Et puis on revenait encore à Yaoundé pour passer les diplômes. Alors, un mot concernant votre passage à Yaoundé, en France? À Yaoundé, j'ai dit, sans aucune honte, j'ai dit c'est mon second pays. Parce que j'ai eu mes 18 ans à Yaoundé. Et Yaoundé, à l'époque, c'était Yaoundé aussi. Hein? Et puis, j'ai découvert un peu le monde universitaire, qui est différent tout à fait du lycée. Disons que j'ai un peu mûri au Cameroun. Et je garde encore beaucoup de relations au Cameroun. Avec des anciens collègues? Avec des anciens collègues, des professeurs, malheureusement, ils ne sont pas tous en vie. Des gens dont j'ai fait la connaissance en ville, parce qu'après ma formation et après les combats de N'Djamena, je suis reparti au Cameroun, où j'ai vécu 1 an et demi pour me refaire un peu les idées. C'est où j'ai appris également l'informatique. Et puis quand je suis revenu, c'était déjà en 1982. De l'agence, je suis parti à la radio et j'ai continué ma carrière dans la presse. Oui. Et vous avez fini en presse écrite, audiovisuelle? Oui. Alors, à l'époque, je ne sais pas si vous avez gardé le même programme, on choisissait son option en 2e année. Et moi, j'ai opté pour la presse écrite. J'ai dit à beaucoup de gens, vous me voyez à la télévision, mais ça, c'était un cours complémentaire que je prenais l'après-midi. Et la radio aussi. Donc, moi, j'ai fait presse écrite. Je me suis spécialisé en presse écrite et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord à l'agence. Et c'est pour ça aussi que j'aime toujours avoir mon journal. J'ai dit, ça fait partie de ma vie. Mais en même temps, à l'époque, on voulait rapidement répondre à un manque de personnel dans nos pays. Donc, même quand vous prenez une option, on vous obligeait à faire la 2e option en atelier pour le cas où on vous affecterait dans un média qui n'est pas celui que vous avez choisi. Et ça nous a beaucoup servi. Donc, Dungor, qui a fait radio et télévision, il a de bons attributs également en presse écrite. Hein. Moi, j'ai fait presse écrite, mais j'ai fait également l'atelier radio et télévision. Et
le hasard a voulu que moi j'évolue par la suite beaucoup plus dans le public en radio et télévision qu'en presse écrite. Alors, dès que vous êtes rentré, vous avez commencé à l'agence tchadienne de presse. J'ai commencé à l'agence tchadienne de presse. Bon, je dis ça toujours pour dire qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, d'abord, on signait l'engagement décennal. On avait un stage obligatoire à la fin de chaque année universitaire. Et donc, je passais Ce stage passé à l'extérieur? Dans votre pays. Vous êtes obligé de le faire dans votre pays et votre pays vous note sur ce stage-là. Et dès qu'on a fini, on nous a convoqués par communiqué pour dire venez prendre le service, vous n'avez pas le droit d'aller en vacances. Et pour dire encore qu'est-ce qui était comme. J'ai dit vraiment, on a été avantagés dans notre génération. Par exemple, nous, on n'a pas constitué notre dossier d'intégration. C'est quelqu'un du service qui l'a constitué, qui l'a déposé et qui a fait le suivi pour nous dire bon, maintenant vous avez déjà votre arrêté d'intégration. Donc, sur le champ, on a commencé à travailler. Mais auparavant, déjà, on connaissait ces médias-là parce qu'on a passé des stages d'année en année dans les médias. On n'a pas eu de difficulté à nous intégrer. Et après, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité, directeur de l'agence tchadienne de presse, de la radio nationale tchadienne. Alors, on va s'arrêter d'abord au niveau de l'agence tchadienne de presse, quand vous étiez directeur. Alors, quand j'étais directeur, l'agence, d'abord, il y avait le fil de téléscripteurs à l'époque. L'agence était abonnée à AFP, Reuters et TASS. Elle était censée distribuer dans les autres médias, mais il n'y avait pas beaucoup de clients. C'est surtout entre la radio et l'ATP. L'agence éditait un bulletin royauté, que vous avez retrouvé également par la suite, entre 600 et 800 exemplaires. Et c'était un peu le journal du pays. Il y avait d'abord tous les messages de la propagande, de tous les régimes là-dedans. Mais quand je suis arrivé, nous avons voulu faire quelque chose un peu à nous. Et donc, InfoTchat faisait beaucoup de sport. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de relations dans les milieux du sport. On couvrait le championnat de N'Djamena, on couvrait beaucoup les sorties de l'équipe nationale et des équipes d'athlétisme également. Et ça faisait une différence entre, par exemple, le journal du lundi et les journaux de la semaine. Les gens achetaient beaucoup le journal du lundi pour le sport. Et on allait participer parfois aux veillées des équipes avant les matchs et tout ça. Et ça nous a donné un petit ouf parce qu'on s'est rendu compte quand on est venu au travail très rapidement que ce qu'on faisait vraiment, ce n'était pas libre. Bon, c'est les discours des ministres qu'il faut faire, il faut dire que tout est bon, vous accompagnez les gens en mission pour qu'ils réalisent l'interview, votre article avant de le passer. C'était un peu décevant pour quelqu'un qui a étudié en France, au Canada, aux États-Unis, qui a vu comment fonctionnaient les autres journaux, et quand vous arrivez, on vous dit, bon, on vous paie votre salaire, ne cherchez pas à savoir si ça vous plaît ou non. Alors là, on s'est créé, nous, des rubriques comme ça, où on se donnait l'impression de faire un peu nos journalismes qu'on a appris. Alors, vous étiez directeur de ces différents organes à l'époque où c'était sous le régime. C'est comme ça en Afrique, partout. Toute l'Afrique était comme ça. Et comment vous gérez le stress, tout ce que vous arrive? Est-ce que la ligne éditoriale était édictée? Bon, au bout de quelques temps, vous vous y faites. Vous dites, ce n'est pas moi. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, à chercher à avoir des petites rubriques un peu différentes de ce que commandait celui qui nous payait. Mais c'est vrai que quand vous êtes, par exemple, à l'ATP, on vous dit, voilà le sens de telle réunion ou de tel accord qui a été fait. Vous avez un ami qui est correspondant de l'agence France Presse ici, qui donne une version tout à fait différente, et c'est la sienne que la population croit. Par exemple, quand les troubles ont commencé, tous les journalistes, nous ici qui sommes restés du côté des fans, comme ceux qui sont allés du côté du sud, leur premier instinct c'était d'abord de chercher à s'affranchir en créant des médias. Il y a eu Moula, je crois, dans Mondou, Assar. Nous, on a fait ici Sabayom. La pression était sur tout le monde. Et quand on s'est retrouvé donc dans ces petits périmètres des tendances politico-militaires, c'était un peu la révolte du serviteur qui voulait dire « moi aussi je peux faire autre chose ». C'était un stress réel et on le purgeait, pas au niveau du travail, c'était très, 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 très surveillé, mais on avait d'autres activités. Il y avait beaucoup de distractions à l'époque à N'Djamena. Il y avait toute une rue de snacks, maintenant c'est devenu des quincailleries, des restaurants de qualité qui sont maintenant fermés, tout ça. On se retrouvait entre amis également, très, très facilement et très souvent. Donc, il y avait des moyens de se défouler.
Alors, vous étiez déjà responsable sous le régime militaire dans les années 70 et sous le régime Habré dans les années 80. Et si on vous demandait de faire une comparaison en termes de la liberté d'expression. Non, il n'y a plus de liberté sous les militaires que sous Habré. Ah oui, ça c'est évident. Les militaires, bon, de temps en temps, comme ça, ils se réveillaient, ils gueulaient, tout ça, qu'est-ce que tu as fait là? Mais on était copains. Copains. Moi, j'ai dit, les relations que j'ai avec un Kabougé, avec un Gouara, tout ça, je n'ai pas eu ces relations-là par la suite avec les gens du régime de Habré. Et puis, même quand ils gueulaient, après, bon, c'est une tape et puis c'est terminé, on allait. Il faut dire que c'est des gens qui ont été scolarisés dans les mêmes conditions que nous, avec le même background que nous. Ce qui n'est pas le cas par la suite avec Habré, où on a eu affaire à des maquisards. On faisait vraiment attention. Et là, vous avez dirigé les organes jusqu'au niveau de la presse présidentielle. Alors, sur ce plan-là, on a perdu au change. Il faut dire que par rapport à ce qu'on a eu comme engagement avec Habré, on a compris par la suite qu'il s'est méfié de nous. Donc, sur Habré, moi, je n'ai pas été plus que chef de service, jusqu'au moment où j'étais directeur de l'ATP, le combat a commencé. Après, ce combat-là, ça s'est généralisé. On a fait l'hebdomadaire Sabayon, et puis je suis parti au Cameroun. Quand je suis revenu, c'était chef de service, et il faut l'avoir à l'œil. Et comment est-ce que je suis venu à la presse présidentielle? C'était à cause de la télévision. Sinon, moi, je ne serais pas venu à la presse présidentielle. Donc, ils ont créé la télévision quand j'étais, moi, à l'ONU. J'étais attaché de presse dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères, Gouara, pendant 4 ans. Et il m'autorisait à faire des contrats à l'ONU. Donc j'ai travaillé à l'ONU, il est rentré avec la délégation, la télévision a été créée après moi, et quand je suis rentré, j'ai fait mon compte rendu de la session de l'ONU pour la télévision. J'ai dit, Khamis, si tu n'as pas beaucoup de sujets, je peux te faire quelque chose sur les Nations Unies. Et donc je suis venu faire le compte rendu de mon papier en studio. Je me rappelle, j'ai trouvé Diamous tout seul avec sa caméra, il n'y avait personne, j'ai enregistré mon papier et je suis parti. Et puis quand ils ont vu ma prestation à la caméra, ils ont dit bon, il faut qu'il vienne à la télévision. Et à l'époque, c'était couplé. Le directeur de la presse présidentielle était coordinateur de la télévision. Et c'est comme ça que donc, Hamis m'a dit, tu viens, il paraît que tu dois occuper ici, moi je vais faire autre chose. Et c'est comme ça que je me suis trouvé directeur de la presse présidentielle, coordinateur de Téléchat. Oui. Alors, ça a duré 11 mois, après ça s'est mal terminé. Pourquoi? Ben, il faut dire que il y a un détail que les gens ne connaissaient pas. Bon, quand j'ai été expulsé, mis fin à mes fonctions, suspension, et tout ça, tout le monde a vu une question politique parce qu'on a donné une explication. Il y a eu une manifestation contre l'action du 1er avril, c'est-à-dire les débits, les Hassan Diamous et tout ça, qui a été couverte par la télévision, et tout le monde disait oui, parce qu'on n'a pas couvert cette manifestation, on nous a sanctionnés. Bon, bien couvert ou pas couvert, moi je savais que la question était ailleurs. Le gars, il voulait vraiment se débarrasser de moi parce que sa première femme a demandé ma tête. Et il fallait couvrir ça, il faut donner un emballage pour dire non, c'est politique, etc. Là, tout ça. Et on m'a mis à la porte. Et ça aurait pu se terminer plus mal que ça s'il n'y a pas eu de... L'action... Non, j'ai quand même quelqu'un qui est dans le service de sécurité qui m'a alerté, il m'a dit attention, il va y avoir quelqu'un qui va venir chez toi, on l'a vu ensemble lors du baptême de ton fils, il a tel portrait. Alors Sylvain fait très attention avec lui. Et ça, c'était, d'après ce qu'on m'a expliqué par la suite, des messieurs qui venaient dire oui, celui-là, il est coupable, il n'est pas coupable, et on a arrêté les gens, il avait la liste. Et heureusement comme vous étiez alerté, on m'a dit et je l'ai corrompu. Vous avez pu sauver votre tête. Voilà, j'ai dit j'ai payé ma tête, mais en plus de ça, j'ai bénéficié également du soutien des gens qui étaient dans la même équipe de football, parce qu'à travers le football, il y avait vraiment des réseaux en N'Djamena. Des gens qui étaient dans la même équipe de football que moi et tout, qui ont également... Vous, c'était quoi, Renaissance? Moi, c'est Renaissance. Oui. Et donc, qui ont également essayé d'appuyer sur leurs relations pour dire, bon, on l'a mis à la porte déjà, il est ici, il n'a rien fait, pourquoi on lui fait du mal et tout ça, pourquoi l'arrêter? Et comme ça, j'ai pu réchapper. J'ai passé donc 4 mois à la maison. Et puis après, je suis reparti au garage, au ministère, jusqu'à la fuite de Habré. Et le 1er décembre 1990, c'était un ouf de soulagement pour vous? Vous savez, quand
Donc j'ai été, quand il a été mis fin à mes fonctions, suspendu, il y a des gens qui ne voulaient pas me croiser dans la rue. Donc je pouvais marcher comme ça, quelqu'un de ma connaissance venant en sens contraire pouvait prendre une autre rue pour éviter de me rencontrer. J'ai un parent qui vivait à l'étranger, qui est venu, sa famille a logé chez moi, et chaque fois qu'il donnait son adresse, je suis sûr, ah non, on ne peut pas venir chez lui. Quand tu vas déménager, on viendra te voir. Et j'ai un ami qui a trouvé une fois la cuvette Saint-Martin, le terrain de Clémat, avec ma fille, et ma voiture est tombée en panne. Et donc, je fermais la voiture pour amener la fille à pied. Il s'est arrêté, étant employé directeur à la présidence. Il m'a pris avec ma fille, il nous a déposés à l'école, il m'a ramené à la maison. Il a pris des risques. Les hommes ne s'équivalent pas. Bon, après la fuite de Sénabré. Oui. Alors, Sénabré, quand il a fui, j'étais le correspondant de Associated Press. Et ça, c'est également des détails que je ne raconte pas souvent. J'ai dit, je ne veux pas raconter ma vie souvent. Mais j'ai dit ce qui n'est pas connu. Et quand j'étais au garage, le correspondant, l'un des chefs de service de Associated Press est venu pour remettre de l'argent à la fille de Salengaba. Et on lui a dit, si tu veux remettre l'argent à la fille de Salengaba, il faut que tu passes par la maticienne. Et j'ai dit, bon, je vais poser la question. Donc moi, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut prendre l'argent pour la fille de Salengaba? Au début, on m'a dit rien du tout. Et puis après, on dit, bon, qu'il donne l'argent, mais qu'il ne fasse pas de bruit. Donc il a donné l'argent et il est parti. Mais après, il y a un journal de gauche, je crois que c'est Africazi, qui a publié l'information. J'ai eu un peu peur, mais on ne m'a rien fait. J'ai dit, peut-être qu'ils n'ont pas lu ou on ne m'a pas soupçonné de ça. Il est revenu une autre fois et il m'a dit, je veux que tu sois notre correspondant. Et donc, j'ai été engagé par Associated Press pour N'Djamena, uniquement pour le Tchad. Et donc, j'ai envoyé des dépêches, j'ai envoyé jusqu'à une semaine avant la fuite de Sénabré. J'ai appris par les militaires que les derniers combats ont été négatifs, mais on a diffusé des communiqués truqués. Le gars qui lisait le communiqué lui-même, une fois m'a dit, est-ce que je te dépose à la maison? C'est mieux ça. Je lis le communiqué, il me dit, je dis d'accord, dépose-moi. Et donc, il m'a pris dans sa voiture. Et quand on est venu à hauteur, c'était à la radio, quand on est venu à hauteur du centre culturel français, il m'a dit, mon cousin, je te cache rien. C'est quelqu'un que je connaissais aussi du temps du lycée. Je te cache rien, tout ce que j'ai fait depuis 3 jours, c'est du faux. Ça ne tient plus là-bas. Oui, il dit non, ça ne tient plus là-bas. Ah, très bien, donc moi j'ai réduit un peu mes dépêches. Mais je ne pouvais pas, en présence de tout le système de Sénabré, dire il est en train de perdre. Et puis une autre fois, j'étais en train de causer avec un parent sentinelle à côté de l'école du béguinage, et un des boys de la présidence passait en début de nuit. Et une des sentinelles l'a approché pour dire, est-ce que tu as du savon à me vendre? Qu'est-ce que tu as? Donne-moi. Il dit, non, ces derniers temps, on n'a rien. Comment vous n'avez rien? Il dit, mais les gens sont en train de fermer leurs bagages dans des caisses. Ah. Et vous voyez venir... J'ai dit, voilà, c'est la fuite. J'ai un frère qui est encore en vie, qui était militaire, il est allé au front, il est revenu, il m'a dit, je ne repars plus. Pourquoi? Il dit, non, on l'a échappé de justesse la dernière fois. Comment? Il dit, non, il ne peut pas faire face aux gens de débit. Ah bon? Ça également, j'ai consigné. Donc, il y a eu le dernier conseil des ministres tenu sous Abré. Le ministre de l'Information était, paix à son âme, Ado Moussa Seff. C'est quelqu'un qui est entré en 6e la même année que moi. On est venu dans le même véhicule. Je connais bien sa famille, je connais ma famille. Donc, je connais un peu les états d'âme d'Ado Moussa Seff. Et je sais que c'est un gars très capable. Mais ce jour-là, il n'a pas pu rédiger son compte-rendu du conseil des ministres. Il a eu du mal, il s'est enfermé dans le bureau de Kumbo, qui était à l'époque rédacteur en chef. Bon, Abakar Sidik, correspondant de Reuters, et moi, on attendait pour prendre une copie du compte rendu du Conseil des ministres. Il s'est enfermé, il a sorti avec, alors tout est gripouillé. Et puis au lieu de lire son compte rendu, il a proposé que Kumbo aille le lire. Il a dit, non, monsieur le ministre, vous avez lu votre compte rendu du Conseil des ministres, il faut le lire. Il l'a lu, sans y mettre vraiment l'esprit. Et on s'est dit, ça veut dire que ça tombe. Et avec Abakar, qui est le père adoptif de mon épouse,
on a pris sa voiture pour venir à la poste pour faire nos dépêches. Quand on est arrivé à hauteur de la direction des impôts, l'ancienne imprimerie du Tchad, avant que ça déménage, donc on a trouvé les gardes du corps de Habré qui sortaient en marche arrière, avec leur tenue dont les manches étaient dehors et tout ça dans le coffre de la voiture arrière. Pourquoi ils font ça? Donc on va faire les dépêches. Et là, j'ai eu l'idée de dire aux gars de la société de presse à Paris, il faut m'appeler demain à la radio sur tel numéro. Dans votre bureau. C'est dans votre bureau actuel de la radio. Pourquoi? J'ai dit non, il faut m'appeler demain à 9h. En rentrant donc, dans notre quartier vers la rue de 40, on a trouvé encore d'autres éléments de Habré qui remontaient devant la gendarmerie dans les mêmes perspectives, hein, avec des habits qui pendaient à gauche, à droite, la voiture pleine de bagages et tout. De fuir. Mais j'ai gardé mon calme. C'était donc à la veille du 1er décembre. C'était le matin avant la soirée de sortie. Et j'ai dit rapidement à ma famille, peut-être que ça peut déboucher sur du grabuge dans la ville, faites des provisions. Donc on a fait des provisions d'eau, de charmoute, de farine, tout ça. Et j'ai dit, si ça tourne mal, moi je ne vais pas rester avec vous à la maison, mais au moins vous avez de quoi manger, tout ça. Et puis le soir, pas le soir, dès 16h, ils ont commencé à fuir. Mais j'ai attendu le lendemain, 9h, pour m'assurer, parce que j'ai un parent qui était prisonnier à la DDS. Il doit nous assurer qu'il était en vie, mais il était tellement faible qu'on ne pouvait pas l'amener à la maison. On l'a gardé à Bololo. Je suis allé à la radio et le téléphone a sonné et j'ai appelé. J'ai répondu donc au gars de Associated Press. J'ai oublié son nom, mais il a comme prénom Dieudonné. Et je lui ai dit, tu envoies tout de suite un flash pour dire, il y a une ville ouverte. Il me dit, c'est quoi ville ouverte? Je lui dis, ville ouverte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité. Le gouvernement a fui. Ah bon, j'ai dit, envoie ça d'abord. Parce que vous savez que dans les agences, si vous envoyez une minute avant l'autre, c'est votre dépêche qu'on prend. Oui. Et là, j'ai eu beaucoup d'argent avec la fuite d'Habré. Parce que pendant 4 jours, j'étais le seul à donner des informations à partir d'ici. Oui. Et donc, il a envoyé le flash, il y avait une ville ouverte. Moi, j'ai mis les radios. Et moins de 30 minutes après, toutes les radios, c'est Niamey la ville ouverte. Parce que même quand les gens avaient des informations par source diplomatique, ils avaient besoin d'une confirmation par les médias pour les dire. Et puis, il m'appelait, je lui dictais des dépêches, je n'avais pas le temps d'écrire. Je lui dictais des dépêches. Et donc, j'ai repris les 3-4 jours qu'il y avait avant la fuite d'Habré pour dire, attention, tel jour, il s'est passé en réalité ça, mais ils ont truqué. Toutes les informations que vous avez censurées. Que j'avais censurées au départ, et je lui ai balancé ça, jusqu'au moment où les autres journalistes arrivent ici. Bon, quand ils venaient, j'étais déjà en contact avec le président Déby à l'époque, parce que lui, il a appris qu'on m'a tué. Et quand il est arrivé, il m'a dit, mais tu es en vie? Je dis, oui, je suis en vie. Bon, alors viens, il a dit, Abal, tu le prends avec toi pour qu'on lui donne par la suite un petit papier à faire. Et j'étais avec eux chaque fois, il m'a dit, bon, tu t'occupes aussi des journalistes. Donc je ne pouvais pas m'occuper d'eux et faire des dépêches en même temps. Quand ils sont arrivés, je les ai laissés faire les dépêches et j'ai dit aux gens de la société qu'il faut envoyer quelqu'un pour s'occuper de ce travail-là. C'était un moment vraiment très tendu où vous avez la vraie information, mais vous ne pouvez pas donner la vraie. Donc je me contentais de faire des brèves comme ça et de donner rendez-vous, Dieu merci, il a eu peur trop vite, il est parti et il m'a permis d'écouler les informations, les vraies informations voilà, que vous avez pu... Les vraies informations que j'ai. Oui. Alors, par la suite, il y a eu donc la liberté d'expression. Ah oui, on s'en revenait. Oui, vous avez aussi... Pas d'expression, liberté de comportement. Donc, pour aussi. comparer les deux, donc j'étais directeur de la presse présidentielle sous Habré. Après, son problème, c'est son nom. Parce que vous savez que toutes les photos publiées par Al-Watan, les affiches, c'est lui qui les choisissait. Il pouvait m'appeler 3-4 fois par jour pour son image à la télévision. On fonctionne avec des caméras amateurs, mais lui se comparait à CRTV. Et il voyait l'insécurité partout. Alors, je vous raconte juste cette anecdote. On devait installer un magnétoscope chez l'une de ses épouses. Et donc j'ai amené Mamaïta, Dubaï, c'était nos 2 ingénieurs à l'époque pour faire l'installation. Et puis une fille est sortie pour dire, mais pourquoi vous avez enlevé le couvercle du climatiseur? On était aux arrêts. Donc mon grand boubou, la veste de Dubaï, le blouson de Mamaïta, récupéré, vous ne bougez pas, restez ici. Il a fallu qu'une autre personne passe et qu'elle me reconnaisse pour dire non, attendez, ça c'est tel qui est là. Ah bon, rendez-leur les habits. Entre-temps, même l'agent du protocole qui nous a amenés à fuir. Et puis, donc, on a vécu avec cette hantise de chaque fois qu'on nous appelait pour un travail dans les services, avec lui ou autour de lui. Et puis, le MPS est arrivé et j'ai appelé, et même Dubaï et Mamaïta,
pour installer une antenne parabolique sur le toit de la présidence actuelle. Et le président travaillait dans son bureau en bas. Et avec la perceuse, on travaillait, on perçait, ça faisait du bruit. Et j'ai dit à Mamaïta, tu sais que le président est en bas? Il a déposé la perceuse, il m'a dit, c'est ça la liberté. Ouais. La différence donc, entre l'ambiance dans laquelle on a travaillé avant et l'ambiance dans laquelle on a travaillé par la suite, j'ai dit on n'a pas besoin d'attendre que les écritures sortent. C'est-à-dire les rapports entre les hommes sont déjà très différents. Et puis par la suite, bon, il m'a chargé d'orienter, d'aider les amis pour l'ouverture dans l'expression de la presse. Alors on travaille encore avec la loi de 66, mais avec l'orientation politique du MPS. C'était une chimie un peu difficile, vous voyez. C'est-à-dire au vu de la loi, les gens sont condamnables. Mais au vu de la volonté politique du régime, ils sont pas. Alors j'ai pris un peu sur moi d'aller négocier parfois avec les gens pour dire pourquoi telle expression. Bon, vous savez que mais le gars il est volontaire, donnez-lui un peu de temps. Bon, parfois au lieu d'aller frapper, je me contentais de faire un démenti et tout ça. Et donc, moi j'avais vraiment du plaisir à gérer cette entrée du pays dans la liberté d'expression. Mais les gars ont été très compréhensifs. Hein. On a vraiment collaboré avec eux comme ça jusqu'à ce que le pays prenne son allure. Oui, après avoir collaboré pour remettre, n'est-ce pas, les médias tchadiens sur les rails, vous avez pris l'initiative de créer votre propre journal. Alors j'ai dit à mes amis du MPS, pour le moment, j'ai d'autres projets. Et ils m'ont compris. J'ai dit, moi j'ai toujours rêvé d'avoir d'abord mon journal. Alors en 80, quand nous avons fait Sabayom, on était 4 ou 5, hein, Issa Boukar, Ali Hassan Guero, Mata Ben Mata, Adou Moussa Sef et moi. Et on a pris de l'argent chez un ami pour acheter une machine électrique, et puis on a négocié à l'imprimerie. On avait comme bailleur principal à l'époque l'association des courses de chevaux, et on a commencé à apparaître comme ça. On a dit, bon, on va faire 1000 exemplaires pour voir. On est sorti à 9h, c'était le père Desmorin à l'époque notre interlocuteur, mais à 11h il n'y avait rien. Donc on a dû faire 2 fois le retirage. Et puis comme ça, ça fait jusqu'à 2 mois et quelques, je crois, et puis ça s'est embrasé en Niamey et on a arrêté. Donc j'avais vraiment cet amour de recommencer l'expérience. Et j'ai dit, j'ai d'autres projets, ils m'ont compris. Donc j'ai travaillé, c'est pour ça qu'on m'a envoyé aussi à la radio. Vous êtes directeur de la presse présidentielle, on vous envoie à la radio, ce n'est pas une promotion. Mais moi, c'est selon l'émission. On me dit, il y a un problème là, est-ce que tu acceptes d'aller nous aider à régler? J'y vais. Donc moi, je suis parti pour discuter avec les journalistes, pour calmer. Et je crois que depuis que je suis parti, il n'y a pas eu de grève à la radio par la suite. J'étais obligé de dire aux gens comment on s'organise pour négocier. Au lieu d'arrêter, négocier, c'est mieux. Et je crois que jusqu'à présent, bon, avec votre convention et tout, maintenant, ça va bien. La conférence nationale également, on s'est occupé de la couverture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les bras de fer qu'on a eus avec les gens qui étaient pour l'arabe littéraire seulement. Je leur disais non, pour que le maximum de Tchadiens comprennent, faisons la traduction live en arabe local et l'écrit, on le fait en arabe littéraire. Et par la suite, si vous voulez, à la radio, on le fera également en tranche arabe littéraire. Et quand on a fini ça, j'ai dit à mes amis, est-ce que maintenant je peux faire mon projet? Et c'est comme ça que je me suis libéré de l'administration. J'ai fait ma demande de mise en disponibilité et l'hebdomadaire. Après, l'hebdomadaire est devenu quotidien. Bon, il est devenu quotidien presque par accident. Parce qu'on devait couvrir les élections de 96. Il y avait trop de candidats. Il fallait chaque jour... Il fallait rendre compte des activités de chacun des candidats. Alors, là, on a eu une très longue réunion de rédaction. On n'a pas pu savoir comment caser l'opinion de tous les candidats en un mois dans un hebdomadaire. Là, vous parlez des élections de 96. De 96. Et comme on avait à l'époque une imprimerie, on s'est dit, écoutez, pourquoi on ne serait pas quotidien pendant la campagne? Comme ça, on aurait de l'espace et on va prendre tous ces gens-là, on va donner une page à chaque candidat. Allons-y. Et donc, on a fait cet essai-là. Et c'est comme ça qu'on a pu donner une page à chaque candidat. Et quand on a fini l'expérience, après les résultats, on a fait donc la comptabilité, on a vu le poids en termes de travail sur le personnel et tout. On s'est dit non, il faut maintenant confirmer cette aventure-là. Vous avez confiance qu'avec les moyens de bord, vous pouvez réussir, on peut réussir un quotidien. Bon, maintenant, il roule bien, il a des comptes équilibrés, il forme des jeunes, parfois ils se forment chez nous, ils vont ailleurs. Je dis, bon, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, quand vous voyez ce journal, ce quotidien souffler sur sa 20e bougie, qu'est-ce que ça vous donne? C'est un de mes enfants. J'ai 5 enfants et ça, c'est le 6e. Et le 6e qui devient grand. Qui devient grand. Qui a beaucoup de réalisations. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail.
Est-ce que vous savez que parfois je mets un an et demi sans mettre les pieds dans le bureau du journal Le Progrès? Parce qu'avant de quitter le journal, quand j'ai voulu m'engager pleinement en politique, j'ai d'abord formé les gens. Donc on a envoyé des gens au Niger, il y a des gens qui ont été formés à la Chambre de commerce, des gens qui ont été formés à HEC ici, ça c'est des gens qui s'occupent de la gestion. Et puis on a formé des gens également dans notre équipe, qui ont une licence, qui ont Bac+2, tout ça. Et je me suis absenté de temps en temps pour vérifier qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite, je me suis absenté pour une semaine, ensuite pour un mois, et puis un jour, je leur ai dit, bon, écoutez les enfants, je ne reviendrai pas ce soir. Et puis, prenez les choses en main. Et j'ai nommé un directeur de publication. Entre-temps, l'équipe de gestion était déjà là, et j'ai dit, bon, vous distinguez bien vos rôles. Le commercial, c'est toi, Bakar. L'administration, c'est toi, Hapsito. La rédaction, c'est toi, Barka. Et vous collaborez très bien et vous me rendez compte. Aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir créé de l'emploi pour les jeunes. Voilà. Et je leur dis, c'est votre entreprise. Elle marche bien, vous avez un avenir. Vous la laissez tomber, bon, vous allez chômer. Et ils sont très consciencieux de ce côté-là. Non, je suis satisfait. Alors, Mamady Sène, l'homme des médias, mais aussi l'homme politique, vous avez été député, vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi le secrétaire général du MPS. Oui. Bon, je n'ai pas commencé la politique que maintenant. D'abord, entre tous les flottements du régime du CSM, qui n'étaient vraiment pas politiques, hein. C'est vraiment des copains comme ça. Parfois, ils pouvaient aller en discussion avec un chef d'État et venir vous dire on signe pas. Entre les tendances politico-militaires et par la suite dans les ministères, on s'est rendu compte que vraiment il y a un vide. Et donc, c'est la politique qui nous a appelés. Vous n'avez même pas besoin d'être un homme politique, on vous dit bon, on vous donne tel rôle. Vous venez pour couvrir un événement, vous vous trouvez acteur. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a été appelé par la politique. Mais là où j'ai fait vraiment volontairement, parce que quand le MPS est entré, moi j'étais vraiment le plus proche collaborateur du président dans les médias ici et tout. Donc. Mais quand le Conseil national du salut a été restructuré ici, je n'étais pas entré là-dedans. Et tout le monde dit, mais pourquoi tu n'es pas là-dedans? J'ai dit non, parce que je suis avec lui d'abord en professionnel. Je peux être un sympathisant, je peux être militant, mais je n'ai pas décidé de m'engager maintenant en politique. Donc quand j'ai pu mieux comprendre la politique du MPS, je l'ai vu fonctionner. Et tout, j'ai pris du temps. Hein. J'ai dit, bon, maintenant je vais prendre ma carte. C'est donc après ça que je suis allé au bureau du MPS du 4e arrondissement et j'ai dit, je vais prendre ma carte. Ils me disent, mais patron, comment nous on te donne une carte? J'ai dit, non, parce que moi avant, je n'avais pas une carte. Vous étiez un sympathisant. Un sympathisant. Et c'est comme ça que j'ai pris ma carte au 4e arrondissement et j'ai dit, bon, à partir de maintenant, je suis militant. Mais comme je m'occupais de mon journal, je ne m'affichais pas. Donc moi, je faisais surtout du travail de réflexion, de préparatif, tout ça pour le parti et je me tenais à l'écart. En plus, je ne voulais pas faire de l'ombrage à des gens qui étaient déjà positionnés, affichés comme hommes politiques et qui avaient besoin vraiment de certaines positions pour continuer leur vie. J'ai dit, moi, je vois mon avenir plutôt dans ma presse que dans la politique. Mais c'est un poison. Vous allez, vous mettez le doigt, ensuite vous mettez la main, ensuite, jusqu'au moment où on m'a dit, on a besoin de gens pour préparer un congrès, parce qu'on a eu un congrès qui était un peu difficile. Donc, je me suis impliqué dans la préparation d'un congrès. Et de facto, les gens qui préparent le congrès deviennent membres du Conseil national du salut. Et donc, je suis devenu membre du Conseil national du salut. Donc, pas moyen de se cacher à partir de ce moment-là. Et c'est où j'ai décidé de laisser le journal à des jeunes et d'aller franchement en politique. Donc, par la suite, le parti a demandé que des cadres viennent à l'Assemblée. J'ai été candidat pour venir à l'Assemblée, mais j'avais une condition, ne pas être candidat dans ma région. Moi, je vais faire de la politique au niveau national. Je ne vais pas faire de la politique de village. Et d'ailleurs, c'est le problème que j'ai avec les gens de ma région. Quand j'étais secrétaire général du MPS, j'ai reçu au moins 2 fois des délégations de militants natifs de ma région qui me reprochaient de ne pas travailler avec eux. J'ai dit non, je travaille avec les militants du Tchad entier. Vous êtes le responsable de la région. S'il y a un problème dans la région ou il y a une demande de la région, vous m'amenez comme toutes les autres régions. Ah non, il n'aime pas la région. Il ne veut pas du bataille. Bon, 6 ans après, il y en a qui m'ont compris, mais il y en a qui sont restés comme ça, peut-être parce qu'ils sont gênés de reconnaître qu'ils se trompaient. Donc j'étais candidat au 5e arrondissement où j'ai mon logement actuellement, dans une liste avec un autre parti politique. J'étais élu à l'Assemblée. J'espérais pas de mesures après mon élection à l'Assemblée. Ensuite, le bureau politique nous a appelés pour décider de certaines orientations pour l'installation de l'Assemblée. On s'est retiré, les députés.
Et c'est comme ça que les autres collègues m'ont dit, mais pourquoi tu ne serais pas candidat, toi, pour la présidence de l'Assemblée ou la présidence du groupe parlementaire? J'ai dit, oui, d'accord. Bon, je vous donne ma demande. Et puis, on a essayé de composer et je me suis retrouvé premier vice-président de l'Assemblée. C'était une école, hein, vous avez beaucoup appris à l'Assemblée nationale. Bon, non, j'ai appris plus en tant que secrétaire général du MPS. Pendant 5 ans. Monsieur Zoutané, ce que j'ai appris derrière le bureau de secrétaire général du MPS, aucune université ne peut me l'apprendre. Ça vous apprend à connaître les hommes. Parce que là, on vous soumet des décisions au top. C'est-à-dire, c'est l'impossible qu'on vous demande. Oui, le numéro 1 du parti au pouvoir. Voilà, c'est l'impossible qu'on vous demande. Et là, ça vous apprend à connaître les hommes. Mais ça m'a appris aussi à connaître le pays. Parce que quand je suis devenu secrétaire général du parti, bon, on a réglé d'abord la question de l'administration. Donc, on a mis en place une administration correcte avec un personnel enregistré à la chambre, à la CNPS, tout. On a fait des contrats. Après, le président m'a appelé, il m'a dit, il faut que tu fasses la tournée de tes militants. Donc, en tant que secrétaire général du MPS, j'ai fait la tournée du pays. Je peux dire que je connais la carte politique du Tchad. Et c'est qu'est-ce que les MPS est dans cette région et qu'est-ce que les autres sont dans cette région. Alors que le journalisme ne nous a pas permis de faire ce tour. Bon, le journalisme m'a permis de connaître le Tchad en termes de géographie. Oui. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait plus de frais d'émission à l'intérieur du pays. Mais les membres du CSM, du gouvernement, faisaient des tournées. Alors, moi, j'étais à l'époque célibataire et j'étais volontaire pour faire des tournées pour connaître le pays. J'ai fait comme ça beaucoup de régions, par la route, par avion militaire, et c'est ce qui m'a rapproché de certains responsables également, parce qu'on faisait les tournées ensemble, et là-bas, bon, au dîner, on se laissait, non, il n'y avait pas de frontières. Hein. Et ça m'a permis de connaître un peu les pays, de faire des reportages sur, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que nous avons dans le Maïkébi une forêt fossilisée. Je suis allé voir le parc de Manda. J'ai passé presque une semaine dans le parc de Manda avec un responsable du tourisme. J'ai fait les tournées agricoles pour voir quelle est la réalité de la production du pays. Quand on vous dit par exemple que le Salamat a produit 400 000 tonnes, c'est évalué comment? Quelqu'un s'est levé là, il a vu le champ qui est derrière son bureau, il a mesuré, il a fait une multiplication et puis c'est tout. Tu ne multiplies pas la population. 400 000 tonnes. Vous étiez aussi de passage à la tête du département de la communication, oui, où vous avez laissé des marques à travers le passage de l'office sur satellite. Quel souvenir vous gardez de ce jour-là? Ça aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Vous savez pas sous quelle pression j'ai travaillé. Le président, quand il m'a nommé, il m'a laissé d'abord quelques jours là avec vous ici, tout ça sans rien me dire. Et puis un jour, il m'a appelé et me dit, je veux que la télévision et la radio soient sur satellite. Je veux les deux. Je te donne 3 mois. J'ai négocié les délais. Monsieur le Président, on n'a même pas fait les appels d'offres, on n'a pas fait encore la configuration. Non, 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 tu me dis la même chose. Je ne veux pas. 3 mois. Donc j'ai négocié, j'ai demandé, il dit que tu veux combien? 6 mois. Non, 6 mois c'est trop. Bon, c'est que vous ne voulez pas de ça, c'est tout. J'ai dit 4 mois, il n'a rien dit. Donc je suis parti avec 4 mois. Et j'ai réuni donc les Dubaï, les Abali, les Mamad Saleh, les Halim. Et j'ai dit, bon, on a 4 mois pour monter sur satellite. On a mis les bouchées doubles. Mais il ne nous a rien refusé alors. Tout ce qu'on a demandé, jusqu'au moment où on lui a dit non, on n'a pas besoin de tant d'argent. Et je lui ai donné donc le chronogramme que m'ont donné les gens qui vous ont monté maintenant les studios et tout ça. J'ai dit, j'ai demandé que ce soit avant la fête du 1er décembre. On m'a dit on sera sur satellite le 27 décembre. Et après chaque conseil des ministres, debout, il me disait, il te reste combien de jours? Il te reste combien de jours? Il y a un ministre qui m'a dit, écoute, fais-toi une échelle pour aller sur la Lune. Hein, parce que... Et puis, le 27, j'étais en conseil de cabinet, on m'a tiré du conseil de cabinet pour me dire, le président demande où est la montée sur satellite. Entre-temps, les gens étaient en train de faire les réglages ici, entre les 2 satellites. Quand je suis venu dans la cour, je les ai trouvés en train de boire leur coca. Bon, on a eu plusieurs incidents. Hein. L'avion qui ne venait pas, on a envoyé l'avion du président, les techniciens qui se bourraient, qu'il fallait... Et puis, quand on est arrivé le 27, je les ai trouvés dans la cour en train de boire du coca. Pour moi, ça a échoué. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, non, on a réglé un satellite, il reste le deuxième. Je suis allé à la maison, j'ai mis une cassette, parce que moi, j'ai enregistré votre montée sur satellite. J'ai mis une cassette, j'ai allumé mon magnétoscope et je me suis installé pour prendre mon déjeuner. Et puis, la dernière de mes filles, Hapsita, est entrée pour me donner de l'eau à boire. Et elle a vu la barre. Elle me dit, ah, Baba, c'est marqué Téléchat. Je dis, ouf, Dieu merci. Elle me dit, ça veut dire que Téléchat est sur satellite? J'ai dit, oui, c'est sur satellite.
Et puis après, j'ai vu les images. Puis il y avait la recherche de son. Il y a encore la répétition de mire. Et j'ai appelé pour dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ils me disent non, on veut maintenant des images qui bougent. Je dis bon, mettez le programme de la télévision d'hier. Ils ont mis, ils ont fait tous les réglages et ils m'ont dit bon, maintenant on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis l'antenne ouvre dans une demi-heure. Je dis bon, vous mettez l'antenne directement. On a mis le son de Radio Tchad d'abord, je me rappelle très bien, c'était la défunte Fatima Zahra qui donnait le journal en Mel Bénin. Et après le son de Radio Tchad, l'image de la télé également est venue. Et c'est à ce moment que j'ai appelé le cabinet du président, son protocole, pour dire vous pouvez informer son Excellence que nous sommes sur satellite et nous sommes en avance d'un jour. Oui, sans passer par les échelles. Voilà, sans passer par l'échelle. Oui. C'est vrai, j'en garde un très très bon souvenir. J'ai travaillé vraiment sous la pression, mais on a réussi. Et puis bon, moi je savais que c'était ça ma mission. Hein. J'ai dit, ou je fais ça, ou bien c'est fini, je ne peux plus dire que je suis capable de quelque chose. Mais je félicite le potentiel du technicien tchadien. Tout le monde se demande, vous allez faire comment? Mais avec qui? Mais avec les Tchadiens, avec les Tchadiens. Réussi à Voilà. mettre Sur satellite, on n'a eu aucun jour de panne. On a eu des pépins les premières fois à cause de l'énergie. Maintenant, votre problème d'énergie s'est réglé avec les onduleurs. Et ça progresse, ça s'améliore. du jour en jour. Mais évidemment, quand je vais à l'extérieur, c'est tout le monde qui dit ah, c'est celui-là qui a fait la montée sur satellite. Là. J'ai dit c'est pas moi. Mais j'ai encadré les techniciens qui l'ont fait. Oui, mais il y a un monsieur derrière vous. Voilà. Alors, après, vous avez fait un tour à la présidence, vous avez occupé le poste de directeur de cabinet. Mais j'y étais déjà avant d'être ministre. Oui. Quand j'ai fini avec la montée sur satellite, vous êtes reparti. On m'a ramené là-bas. Oui. Voilà. Et aussi comme secrétaire général de la primature. Aujourd'hui, vous dirigez le cadre national du dialogue politique. Bon, ça vient déjà de l'accord du 13 août. Ouais. Quand j'étais secrétaire général du MPS et directeur de cabinet du président, j'ai représenté donc, le MPS dans la négociation pour l'accord du 13 août que nous avons signé. Ensuite, j'ai participé également au suivi de son application. Et au moment de la mise en place du CNDP, moi, j'ai préparé ma reconversion dans le commerce. Donc, j'étais dans ma ferme quand toutes les réunions se sont tenues et quelqu'un m'a téléphoné pour dire on a un nouveau cadre de dialogue et tu es membre. Bon, si le parti me demande, moi, je ne peux pas refuser quelque chose au parti. Je suis venu, on a fait le règlement intérieur et après, on nous dit bon, on te propose de nous le diriger, au moins pour le début. C'est une responsabilité rotative de 6 mois en 6 mois. Et puis après, quand ça aura pris un bon départ, tu peux rester comme simple membre. C'est comme ça que je suis président du cadre du dialogue. Et en même temps, président du conseil d'administration. Ben, là également, j'étais en réunion au CNDP et quelqu'un m'a appelé pour me dire à 16h, on te demande à Toumaï. Je suis venu, c'était un conseil d'administration et qui s'est terminé par ma nomination comme administrateur et président du conseil d'administration. Toumaï a besoin d'être relancé. Si je peux être utile pour redresser Toumaï, pour que Toumaï vole en régulier dans des destinations prisées par les Tchadiens et que ce soit une société qui puisse afficher notre fanion, ça fera également un plaisir pour moi, comme la télé Tchad, comme le progrès. Oui. Donc j'ai mis consacre actuellement pour la moitié de mon temps, surtout les après-midi, et j'ai bon espoir. J'ai dit Toumaï a un potentiel, il suffit de passer l'éponge sur tout ce qui est passé là et de repartir avec des bases purement techniques. Il y a du potentiel. Alors l'enfant de Djeddah est aujourd'hui satisfait de son parcours de journaliste et d'homme politique? Moi, je remercie Dieu. Il y a beaucoup de Tchadiens qui n'ont pas eu ce que j'ai. Et je n'ai pas à me plaindre. C'est-à-dire, je ne demande rien de plus que ça. Avez-vous des projets? J'ai des projets dans le commerce. Donc maintenant, mon chef m'a demandé de m'occuper de Toumaï et je m'occupe également du CNDP. Mais avant d'aller à la primature, j'ai déjà pris le contact pour faire de la représentation commerciale avec des gens dont j'ai fait la connaissance par le passé. J'ai mis ça un peu de côté quand on m'a appelé à la primature. J'ai compris que ce n'est pas un travail qui peut m'occuper beaucoup. Maintenant, j'ai repris mes contacts avec les mêmes personnes. Et une fois que j'aurais peut-être remis bien en marche Toumaï, que le CNDP aurait pris également son élan, je pense déjà à ma reconversion sur le plan commercial pour faire de la représentation. Et vous gardez toujours le micro pour un dernier mot? J'ai dit aux Tchadiens de croire en nous-mêmes. C'est tout. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre là cet entretien à bâton rompu avec Mamadi Hissène, qui est notre invité, cette figure emblématique de la politique tchadienne, mais aussi de la presse tchadienne.
était notre invité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.